Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Justin Daniel, président du CESEM, qui vient nous parler de 12 propositions pour développer la solidarité en Martinique. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. Oui. Alors, c'est vrai que l'actualité nous bouscule un petit peu ces jours-ci, mais là, nous allons parler singulièrement de ces propositions. Renforcer l'action de l'Observatoire territorial des transports. Alors, j'ai l'impression que ça bouge aussi chez vous, hein, parce que ça fait 2 fois que j'ai l'honneur de vous recevoir. Je vois que vous avez beaucoup de... Je sens que vous travaillez beaucoup. Est-ce que je me trompe? Je dois d'ailleurs rendre hommage à l'ensemble des conseillers. Nous sommes 68 au sein du CESEM, et aussi à l'équipe qui m'accompagne et qui, en l'occurrence, a réalisé là une mise en perspective de travaux que nous avons mené depuis que nous existons, en fait, et particulièrement au cours de l'année 2020. Et donc, ça permet de regrouper toute une série de constats et de recommandations que nous avons fait, et dans un souci de favoriser la solidarité entre les Martiniquais. Et en lisant les propositions, dans un souci également de rendre l'espace urbain un peu plus agréable et confortable. Oui. Alors, ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que le Conseil, la CTM, collectivité territoriale de la Martinique, est composée de 3 parties. 3 piliers, je dirais. 3 piliers, pardon. Donc, il y a d'un côté le conseil exécutif qui aujourd'hui est présidé par Serge Letchimy, l'Assemblée de Martinique, qui est donc l'organe délibérant et donc décisionnel de la collectivité. Et puis, nous constituons le 3e pilier en tant qu'organe consultatif, représentatif de la société civile organisée. Alors, quand vous dites consultatif, ça veut dire vous donner des conseils qui ne sont pas forcément repris, mais en tout cas qui sont entendus. Voilà. Donc, dans bien des domaines, il y a obligation pour la collectivité de nous consulter. Et l'avis que nous émettons ne lie pas l'instance décisionnelle, en l'occurrence l'Assemblée de Martinique. Par contre, l'obligation de consulter, elle existe. Mais ce n'est pas uniquement ce que nous faisons. Nous consacrons une bonne partie de nos activités à nous saisir d'un certain nombre de questions, d'enjeux qui sont très importants pour la Martinique. Et ça débouche sur, par exemple, le travail que nous avons effectué pour développer la solidarité en Martinique. Alors là, je vois réduire le coût du stationnement et des transports afin que la ville soit plus accessible aux femmes martiniquaises. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que la ville... Dieu sait s'il y a un imaginaire de la ville qui a été développé par Aimé Césaire, au bout du petit matin, cette ville, etc., que tout le monde connaît, mais aussi Patrick Chamoiseau, chronique des 7 misères. Cette ville mérite d'être appropriée. L'espace urbain doit être approprié par les Martiniquais. Et pour ce faire, effectivement, il faut qu'on rende cet espace plus accessible, en particulier aux femmes qui souvent fréquentent cet espace. Et on observe que le coût que cela représente pour certaines catégories de population et certaines catégories de femmes en particulier qui sont souvent en situation de précarité, voire de pauvreté, eh bien, c'est un paramètre sur lequel il convient d'agir. Alors, est-ce que les grandes surfaces, telles que Galéria, enfin on les connaît autour de Fort-de-France, ont contribué à rendre cette ville de plus en plus, je ne vais pas dire difficile d'accès, ce n'est pas le cas. Mais quand vous allez à la Galéria, vous ne payez pas de parking, par exemple. C'est très net. C'est très net d'un certain point de vue. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la Martinique. On a observé ça ailleurs. La ville est vidée de sa substance, tout en continuant paradoxalement à supporter des coûts qui sont répercutés sur le contribuable. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que la ville est plus ou moins désertée au profit des centres commerciaux qui se sont installés en périphérie. Mais il y a quand même quelques indicateurs qui tendent à montrer qu'il y a un retour
de la population en ville. D'abord, les équipements collectifs qui sont nés au cours des dernières années, notamment le front de mer qu'on appelle chez nous curieusement Malécom. J'ai jamais compris très bien pourquoi. Mais enfin, on a vu les Martiniquais, les Foyalais, et même au-delà des Foyalais, donc plus généralement les Martiniquais, donc revenir un peu au centre-ville avec des manifestations, des présences, des gens qui font du sport, qui parlent, qui marchent. Tout ça nous paraît aller dans la bonne direction. Mais il faut... tu parlais tout à l'heure d'imaginaire urbain, de la ville. La ville aussi, il y a une esthétique, je dirais, de la ville, quoi, qu'il faut travailler, quoi. Il faut que nous fassions en sorte que ça devienne agréable de venir en ville, comme on le dit habituellement chez nous, et effectivement que les uns et les autres puissent profiter pleinement de cet espace. Moi, je vois la différence avec les villes de la Caraïbe que j'ai pu fréquenter. On voit bien que le rapport est complètement différent. Bon, ce sont des cultures différentes aussi, mais si on va par exemple à la Havane ou à Porto Rico ou Santo Domingo, ce sont des villes hispanophones. Donc la dimension culturelle est à prendre en considération, mais on voit tout de suite la différence chez nous. Ce sont des espaces qui sont extrêmement animés, avec une forte présence des uns et des autres. Donc nous, on est confrontés à une forme de dépérissement de la ville qui renaît un peu de ses cendres avec les équipements dont je parlais tout à l'heure, et nous considérons au SOSEM qu'il faut aller encore un peu plus loin pour permettre aux Martiniquais véritablement de s'approprier cet espace. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de sécurité? Parce que, par exemple, la ville ferme à 17h parce que les foyers, enfin les commerçants peut-être ont peur de laisser leur magasin ouvert. Là, je pense qu'il ne faut pas esquiver cette question-là, elle est importante. Et elle ne se pose pas simplement en ville, mais elle se pose également dans les transports. On a observé qu'il y avait souvent des agressions, y compris contre les chauffeurs de bus. Donc il y a là un travail de sensibilisation, semble-t-il, de la population, et puis peut-être qu'il faudrait mettre à disposition de nouveaux moyens pour que cesse ce type de comportement. Et puis, comme vous le disiez fort justement, se retrouver après 17h et a fortiori 18h à Fort-de-France, c'est perçu comme risqué une bonne partie de la population. Ce qui fait que finalement, les restaurateurs, ils ne trouvent pas véritablement de clientèle, quoi. C'est ça. Et c'est un petit peu dommage. Et là, j'en reviens à la comparaison que je faisais tout à l'heure. On va ailleurs dans la Caraïbe, les restaurants sont ouverts jusqu'au moins à 22h. Quoi. Oui. Alors, vous parlez de sensibilisation. Est-ce que éducation, ce serait peut-être trop fort? Parce que quand même, il y a des incivilités qu'on ne peut pas comprendre. Absolument. Donc, la sensibilisation, elle vient en complément de travail d'éducation qui doit se faire à toutes les échelles et à tous les niveaux de la société. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Il faut prendre en charge, si j'ose dire, les enfants dès le plus jeune âge, y compris donc dans le cadre du système éducatif, mais aussi au sein de la cellule familiale. Là, vous pointez justement, effectivement, mettre en valeur dans les rues un numéro à contacter en cas d'agression. Tout à fait, parce qu'on a parlé à l'instant. On parle des femmes, tout ça. Oui, il y a une délinquance qui se développe. Alors, je ne vais pas exagérer en disant que c'est spécifique à la Martinique. On observe cela ailleurs, mais on ne va pas s'en consoler. Donc, il faut qu'on se donne les moyens pour éviter que cela ne prenne de l'ampleur et se développe. Et effectivement, quelqu'un qui se fait agresser à Fort-de-France ou ailleurs, si la personne n'a pas immédiatement un numéro pour le signaler, ça peut être un peu problématique pour elle. C'est ça. Quels sont les autres points que vous mettez en avant pour développer la solidarité à la Martinique? Donc on a déjà vu qu'il faut réduire le coût du transport, particulièrement pour certaines catégories, le coût du stationnement également. Et puis moi je pense qu'il faut penser aussi à
aux acteurs économiques, aux commerçants qui sont parfois en difficulté, peut-être les aider à rendre, les accompagner dans une opération visant à rendre plus attractive la ville. Et puis de manière plus générale, la ville, elle nous appartient tous. Tout à fait. Je pense qu'il faut sensibiliser, il faut sensibiliser l'ensemble des Martiniquais à l'importance de cet enjeu urbain. Parce que Fort-de-France, c'est quand même c'est la ville capitale. Une référence pour nous, mais pour l'extérieur aussi. Et puis, au-delà de Fort-de-France, passons aux autres villes de la Martinique. Donc là, on a beaucoup parlé de la ville principale, mais ce que nous disons là est à bien des égards valable pour l'ensemble des bourgs et des villes de la Martinique. Oui. Même en zone rurale, j'observe, et ça c'est lié à l'évolution même de la délinquance et à des trafics qui tendent à se développer sur le territoire de la Martinique. Même en zone rurale, si vous allez sur la côte nord-atlantique, eh bien, le même sentiment d'insécurité, il existe parce qu'il est directement lié au trafic de drogue qui malheureusement a pris une ampleur très très importante à la Martinique. Et en plus de ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, il faut dire aussi qu'on a un problème d'éclairage. Ça paraît peut-être ridicule de dire ça, mais lorsqu'à 18h vous vous promenez dans certaines villes, je suis moi-même du gros monde, donc je vois un petit peu comment ça se passe. Le phénomène du manque d'électricité, ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Oui, ça, c'est pas très rassurant, effectivement, de se développer dans des espaces qui ne sont pas du tout éclairés. Cela dit, avec l'évolution technologique, j'entends bien que ça représente un coût pour les communes, mais avec l'évolution technologique, le coût de l'électricité, même si malheureusement il tend à grimper ces jours-ci, mais le coût de l'éclairage en soi devrait diminuer avec l'utilisation du solaire, du solaire, LED. Voilà, c'est donc ça. Peut-être qu'il y a une opportunité là pour combler ce vide que l'on retrouve effectivement dans certaines communes, dans certains quartiers à la Martinique. Et lorsque je vous écoute parler, Monsieur le Président, je me rappelle de M. Rocard, lorsqu'il était Premier ministre et qu'il a fait son discours à l'Assemblée où il parlait de refaire les halls d'immeubles dans les cités. Les gens avaient trouvé que c'était ridicule qu'un Premier ministre s'occupe de ça, mais pourtant, ce sont des choses qui sont importantes pour les gens qui y habitent. Quand vous entrez dans un hall d'immeuble en France, dans certains quartiers, les grandes personnes, les mamies, ont du mal à passer parce que le hall est encombré avec certaines personnes qui ne veulent pas céder la place. C'est pas peint, il y a des graffitis partout, il n'y a pas de lumière. Là aussi, ça représente un danger. Donc, quand on parle de tout ça, c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent paraître futiles pour certaines personnes, mais qui sont quand même importantes pour le bien-être, je pense. Elles ne le sont pas du tout. Elles ne sont pas du tout futiles, parce que Michel Rocard en a parlé en son temps, mais cette question reste inscrite à l'agenda politique parce qu'elle est encore aujourd'hui irrésolue. Tout à fait. Comment voulez-vous que des jeunes puissent s'approprier un espace si cet espace lui-même sert de repoussoir. Et il sert de repoussoir du même coup pour tous les habitants. Donc là, effectivement, je pense qu'on n'a pas suffisamment fait dans le passé. Donc il y a des opérations de rénovation urbaine qui peuvent aider à améliorer l'espace dans lequel vivent les citoyens. Je crois que c'est pas du tout futile, c'est un enjeu extrêmement important. D'accord. Mais il y a des choses qui ont été faites tout de même. Il ne faut pas non plus considérer que rien n'est fait. Non, que rien n'est fait. Pas du tout. Donc il y a les organismes HLM ont pris conscience de la situation et engagé des opérations de rénovation de façon à améliorer les conditions d'existence de nombreuses personnes. Oui. Alors, le président Macron avait demandé à Jean-Claude Borloo, c'est Jean-Claude, M. Borloo en tout cas, qui avait fait un dossier, enfin un projet, apparemment, malheureusement c'est resté dans les tiroirs, ça n'a pas été mis en pratique, mais bon, peut-être qu'un jour on va ouvrir ce tiroir. C'est l'une des déceptions de ce quinquennat, parce qu'effectivement il y avait une ambition qui avait été affichée,
Et puis au fil du temps, ça s'est complètement délité et on n'est pas allé jusqu'au bout, malheureusement. Oui. Alors, mettre davantage de toilettes publiques auto-lavantes à la disposition du public. Voilà quelque chose. Alors, on nous dit, excusez-moi d'être aussi, j'ai envie de dire, terre à terre, il faut boire beaucoup d'eau pour le corps, l'organisme. OK. Lorsqu'on boit 1 litre et demi d'eau, on a besoin d'uriner. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de toilettes? Et vous ne pouvez pas entrer chez les commerçants à tout bout de champ demander, vous avez des toilettes? Et là, c'est une lacune, hein, effectivement, hein, à la Martinique. Hein, ça n'existe pas, des toilettes auto-lavantes. Je crois que, peut-être que je me trompe, je crois que ça existe à un moment donné, mais ça remonte. Hein, ça remonte. Donc, c'était sans doute, ça a disparu du décor, probablement pour des problèmes de maintenance et de coût. Ça représente un coût. Oui, bien sûr. Mais je pense que ce serait une bonne solution, quoi. Pour nous, mais aussi pour les touristes, les étrangers qui arpentent la ville. C'est ça le problème. Parce qu'il y a encore le problème de la langue. L'étranger a besoin d'aller uriner, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Si nous voulons être attractifs, eh bien, il faut mettre en place ce genre de dispositif. Hein, et parce que ça se fait ailleurs. C'est ça, voilà. Donc, j'aurais beaucoup aimé que tous les politiques martiniquais fassent comme vous, visitent les autres pays. Là, Antigua, par exemple, avec la pandémie actuelle, dans tous les magasins d'Antigua que vous allez, vous avez devant le magasin de l'eau, du gel et ceci, cela, et vous avez un vigile à côté qui vous oblige à passer par là pour faire ce genre de choses. Ce sont des choses essentielles. Oui, pour moi, dans les circonstances actuelles, ça me semble extrêmement important. Puis en plus, c'est rassurant. Exact. C'est rassurant à la fois pour les personnes qui vivent sur le territoire en question et pour les personnes qui visitent le territoire. On sait qu'il y a un encadrement, on sait qu'il y a aussi, ce qui nous fait peut-être un petit peu défaut à la Martinique, une certaine tendance à ne pas respecter certains gestes qui, en la circonstance, sont extrêmement importants. Et là, je pense que c'est doublement rassurant de ce point de vue. Alors, générer des activités de plein air à destination des femmes pour susciter leur occupation dans l'espace public. On a parlé des femmes un petit peu plus haut. Alors, les femmes... oui, je pense que c'est un souci très, très, très important au sein du CESEM et qui va au-delà. Parce qu'il y a les femmes, mais il y a aussi les enfants. Absolument. Au-delà de la question qui nous concerne aujourd'hui. Nous avons un point de vue qui consiste à dire que la question même du genre doit irriguer l'ensemble des politiques publiques. C'est ça. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté dans le cadre de cette démarche de solidarité sur la nécessité de prendre en compte ce paramètre-là. Mais ça ne veut absolument pas dire que les mesures sont réservées exclusivement aux femmes. Elles sont réservées à l'ensemble des Martiniquais, mais on veut que cesse cette posture, cette attitude, ce réflexe conditionné qui consiste le plus souvent à oublier les femmes dans les dispositifs de politique publique. Créer un espace numérique avec pour objectif de permettre à ceux qui le souhaitent de s'exprimer, de débattre. Alors avant, par exemple, à Trinité, puisque gros monde, Trinité, j'y étais souvent, il y a un endroit qu'on appelait le Sénat. C'était des endroits où tout le monde, mais surtout les aînés, s'asseyaient pour débattre justement. Et on parlait de tout, de sport, mais de politique, de tout. C'était un lieu de convivialité, de discussion, d'échange, et on créait du lien social. Malheureusement, aujourd'hui, le lien social, il est créé essentiellement à partir de réseaux du même nom. Et c'est un petit peu dommage parce que ces réseaux-là ne pourront jamais compenser l'interaction humaine, les échanges en face, en se regardant dans les yeux. On ne pourra pas, avec un écran de smartphone, atteindre la même chose. C'est ça. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Très bien. Mais cet espace numérique, il peut jouer aussi son rôle, à condition, bien évidemment, que ça soit régulé
Ouais. et que ça permette aux uns et aux autres de se, prononcer, de discuter, mais dans le respect mutuel. Le respect de l'autre et le mieux vivre ensemble en Martinique. Je crois qu'en ce moment trouble, au moment trouble que nous vivons en ce moment avec la pandémie, avec ce qui se passe au CHUM, je pense que c'est une notion qu'il faudrait peut-être prendre en considération, le respect de l'autre et le mieux vivre ensemble, parce que nous sommes des Martiniquais. Et quel que soit, il faut qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir autour d'une table puis parler. Quel est votre avis, Monsieur le Président, sur ce qui se passe un petit peu au CHUM en ce moment, avec tout ce qui se passe, la pandémie certes, mais au-delà de ça, c'est une période trouble? C'est plus qu'une période trouble, c'est une période extrêmement inquiétante. Ouais. Moi, j'observe ce qui se passe aujourd'hui à la Martinique, à la fois comme universitaire, c'est un champ d'observation, je dirais, extraordinaire, comme citoyen et comme président du CESEM. Ouais. Et avec les deux dernières casquettes, je ne peux qu'exprimer mon inquiétude. On en est arrivé aujourd'hui à la Martinique, où on ne se parle plus, où chaque personne adopte une position qui est construite comme une vérité révélée. Et la capacité d'écoute a complètement disparu. On n'entend plus l'autre, on s'enferme dans sa position. Et on a une sorte d'affrontement binaire entre ceux qui considèrent qu'ils ont à jamais raison et ceux qui, à leurs yeux, ont à jamais tort. Oui. Je pense qu'il faut sortir de cette situation-là qui nous engage, qui nous envoie dans le mur et nous engage dans une impasse. Sur la question de la vaccination, Oui. on a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faut revenir à des considérations très simple. La vaccination, aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire, sauf pour certaines catégories de personnes, notamment les personnes qui travaillent en milieu hospitalier ou dans le milieu médical. Voilà. Moi, je peux parfaitement comprendre et entendre des réticences, des doutes à l'égard de la vaccination. Je peux l'entendre. Mais il y a tout de même des mesures compensatoires. Si on ne veut pas se faire vacciner, il y a le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est des tests. Oui. Et on vérifie si on n'est pas porteur du virus de façon à éviter de contaminer les autres. Et puis, c'est aussi une forme de protection de soi. Donc, vaccination et pass sanitaire. Ce que j'ai du mal à comprendre, par contre, c'est que certains, au nom de leur liberté, finissent par considérer qu'ils peuvent se passer du pass sanitaire, de la vaccination, voire du masque, et prétendre aux mêmes droits que les uns et les autres. Pour moi, non, ça n'est pas admissible. Nous sommes dans une société organisée qui fonctionne selon le respect d'un certain nombre de règles et de normes, et surtout le respect d'autrui. Ça, c'est le premier point. Comme universitaire, je suis frappé de voir comment, finalement, à la Martinique, on subit une forme d'enfermement. La Martinique est, me semble-t-il, est érigée en une sorte de citadelle assiégée, ce que j'appelle un complexe obsidional, citadelle assiégée, Oui. déculpabilisant et déresponsabilisant. Quand j'entends certaines personnes s'exprimer, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression, j'exagère bien évidemment, mais je vais utiliser une métaphore très forte pour bien comprendre. J'ai l'impression que, à entendre certains, que le coronavirus visait à éradiquer la trace des Martiniquais, des Guadeloupéens peut-être aussi, sur Terre. Et que, bon, il y a eu quelques effets collatéraux
dans le monde, 5 millions de décès. Un génocide, en fait. Ouais, certains ont cette perception-là. Ouais. Et s'y ajoute le fait qu'on a le sentiment aussi qu'à la Martinique, on a découvert la pierre philosophale. Il y a une espèce d'avant-garde éclairée qui sait parfaitement ce qu'il faut faire. Alors qu'ailleurs, dans le monde, où la vie reprend, ailleurs dans le monde, on serait passé à côté de l'essentiel. Deuxième observation. Troisième observation, ce qui s'est passé au CHU de la Martinique n'aurait dû jamais se passer. Mais vraiment au grand jamais. Parce qu'on est arrivé à une telle situation de tension que l'affrontement est devenu presque inévitable. Mais un hôpital comme une université, ce sont des endroits qu'il faut sanctuariser de ce point de vue-là. Les forces de l'ordre n'ont pas à y pénétrer. Et c'est extrêmement malheureux. Bon, maintenant, soyons positifs, voyons comment on peut en sortir, mais pour ce faire, il faut renoncer à cette approche binaire entre ceux qui considèrent, encore une fois, qu'ils ont raison, qu'ils ont découvert la vérité révélée, et ceux qui auraient tort. Alors, le président Letchimy a réussi à obtenir que le gouvernement envoie une médiation. Donc, il y a des émissaires qui arriveront, ou qui sont arrivés, enfin. C'est quand même... On avait un peu l'impression que rien n'allait bouger et que cette intervention de Serge Letchimy essaie de mettre les gens autour de la table. J'espère qu'elle va aboutir à quelque chose parce qu'il faudra bien que chacun lâche un petit peu. Je ne sais pas dans quel sens, mais il faudra... C'est évident qu'il faudra trouver un compromis pour sortir de la situation actuelle et cesser ces crispations qui n'apportent pas de solution. J'ajoute que quand j'examine la situation, j'observe qu'il y a un entremêlement de registres. Il y a des motivations très diverses, des interprétations très diverses de la réalité, et le tout assorti d'agendas politiques. Oui. Ça donne quoi? Ça donne lieu à des coalitions hétéroclites à souhait, où l'on retrouve des gens qui ne partagent pas nécessairement le même point de vue sur les questions qui sont à l'ordre du jour, mais qui bénéficient d'une très forte visibilité et qui n'hésitent pas d'ailleurs à se présenter comme représentatifs du peuple martiniquais. Or, ma grande interrogation aujourd'hui, c'est de savoir en réalité ce que pense le peuple martiniquais. Oui. Je ne crois pas qu'il ait donné une quelconque délégation de ce point de vue à qui que ce soit pour s'exprimer en son nom. Et je sais aussi que prendre la parole aujourd'hui à la Martinique dans l'espace public, c'est devenu extraordinairement compliqué. On voit bien que les autorités, qu'elles soient centrales ou locales, ne sont pas nécessairement audibles. Et que lorsqu'elles s'expriment, leur parole est l'objet d'une défiance généralisée. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée, et nous, au CESEM, nous sommes en train de réfléchir sur cette situation et d'essayer de l'analyser, de faire des propositions pour en sortir. Et vous avez vu, il y a 2 jours, pour les manifestations, avec un cercueil, une tête de bouc dessus, et ce cercueil est resté devant le commissariat ou la préfecture, et beaucoup de personnes avaient peur d'y toucher pour l'enlever de la circulation. Donc ça faisait référence au vaudou, on est reparti, c'est terrible. C'est un petit peu dommage. Bon, je pense que ce cercueil, bon, il n'y avait aucun lien avec le vaudou. C'est une mise en scène, bon, on en a l'habitude, mais vu de l'extérieur, effectivement, ça peut contribuer à ternir notre image. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion, durant le mois d'août en particulier,
on était en plein pic là, de l'épidémie, j'ai eu l'occasion donc de m'exprimer sur les médias nationaux, comme on dit, et je me suis rendu compte, j'ai pris la mesure de l'image qu'on donnait et qu'on avait de nous à la Martinique, et j'ai passé beaucoup plus de temps à essayer de rectifier cette image qu'à expliquer la situation que nous connaissions. Et pour terminer, puisque vous parlez des médias nationaux, peut-être un mot du phénomène Zemmour. Qu'est-ce que va-t-il se présenter ou pas? Mais même s'il ne se présente pas, c'est quand même quelque chose en un mois et demi qui soit arrivé à ce stade. C'est un phénomène qu'il faut suivre attentivement. Alors, c'est parce que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est pas simplement un phénomène qui a été fabriqué par les sondages. Ça nous dit quelque chose de l'état de la société française. On sent très clairement que entre, par exemple, Marine Le Pen et Zemmour, s'est joué quelque chose d'important, parce que Marine Le Pen était dans la dédiabolisation, et donc elle a trouvé quelqu'un sur sa droite qui est capable d'aller encore plus loin. Et de flatter sans doute les sentiments qu'il y a de pire au sein d'une frange de l'électorat. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas parce que Zemmour dit des choses que les autres politiques ne veulent pas dire au motif du politiquement correct? Alors, les autres politiques, non, je n'utiliserai pas cette appellation générique. Ce que dit Zemmour a un certain écho au sein de la société française et au sein d'une partie du personnel politique. Oui. Parce que, nous parlions à l'instant du personnel politique de la Martinique. C'est vrai qu'on a parfois le sentiment, et c'est vrai aussi pour les syndicats de certains politiques, on a parfois le sentiment qu'ils hésitent à prendre la parole ou qu'ils se laissent porter par des discours qu'ils ne veulent pas prendre à rebrousse-poil, en quelque sorte. C'est vrai également dans l'Hexagone. Donc, il y a, avec la pré-campagne pour l'élection présidentielle, on voit très clairement des candidats qui vont au-delà de ce qu'ils pensent pour chasser sur des terrains qui, malheureusement, peuvent conduire très loin. Alors là, je vois par exemple sur le permis à points. La suppression du permis à points, donc certaines personnes s'insurgent en disant c'est du n'importe quoi, mais n'empêche que ça met le doigt sur quelque chose de grave. On perd facilement des points. On peut dire ça, on va me dire oui, mais on n'a qu'à respecter la limitation de vitesse, je veux bien. Mais pour 2-3 points, chaque fois on perd des points. Il y a un premier problème, c'est pour récupérer ces points, c'est 200 ou 300 €, donc pour quelqu'un qui ne touche pas beaucoup d'argent, mais ça va plus loin. Quand vous n'avez plus de points et que vous conduisez un véhicule, même s'il est assuré ce véhicule, du coup, vous conduisez, si vous faites un accident, c'est un délit, la voiture n'est pas assurée parce que l'assurance ne va pas marcher là-dedans, et on se retrouve comme ça avec beaucoup de personnes qui roulent sans le permis, donc qui ne sont pas assurées. Et au moment d'avoir des accidents ou des choses de ce genre, ça devient extrêmement grave. Je pense qu'en disant ça, c'est bon. Certaines personnes disent non, mais il y a quand même des choses importantes dans ce qu'il a dit par rapport au permis à points. Oui, il fait vibrer une certaine fibre chez certaines... On sait comment les automobilistes, les gens sont attachés à leur voiture, ils ont besoin de leur voiture. Absolument, mais on a bien vu comment avait démarré le mouvement des Gilets jaunes. C'était un petit peu ça. Mais ça, je pense que ce n'est pas le cœur même du discours, le cœur idéologique du discours de Zemmour. Tout ce qu'il dit sur toute la forme de racisme à peine camouflée qu'il développe dans ses discours, moi je crois que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi il faut être particulièrement vigilant.
Vigilant. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Nous allons maintenant diffuser un petit film que votre équipe a bien voulu nous passer. J'insiste sur ce film-là parce que nous avons mis en place une plateforme citoyenne, toujours dans l'idée de permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Et nous avons observé que les Martiniquais, qui d'habitude sont très volontaires pour participer à tout ce que nous proposons, ben là, ils étaient un petit peu sur la défensive. Alors, cette plateforme concerne la question de la crise sanitaire. Et nous avons voulu insister sur le fait qu'il ne s'agit pas pour nous, mais en aucune façon, de contrôler la parole. Plutôt, il s'agit pour nous de libérer la parole. Ça. Et donc, on voudrait rassurer les Martiniquais en leur disant, en les invitant à participer au fonctionnement de cette plateforme. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous regardons le film et puis à très bientôt pour d'autres choses encore avec le CESM. Avec plaisir. Merci à vous.